Donc, si on envisage le budget participatif comme une démarche d'animation territoriale, je pense que vraiment on est au cœur aujourd'hui de ces sujets-là dans le cadre de la nouvelle contractualisation. Alors, à savoir qu'on a envisagé ce webinaire comme une forme de capitalisation et de diffusion de pratiques, parce que des budgets participatifs, il n'y en a pas partout dans la région. Donc, on a été travailler ce sujet-là sur là où ça se pratique, notamment sur la métropole Aix-Marseille-Provence, qui en a piloté 5 et accompagné par l'association Université du Citoyen. Aujourd'hui, on fait intervenir Célia Bentaleb, qui est consultante et qui, au sein de Cité Ressources, dans le cadre de son apprentissage, a eu comme objet de travail l'analyse de ces démarches et la mesure des premiers impacts. Donc, avec elle, on fera un retour sur les points d'amélioration éventuellement à envisager dans le cadre de cette démarche. Alors, c'est vrai que la nouvelle contractualisation aujourd'hui nous invite à renouveler nos démarches et pas que dans le cadre du budget participatif sur un ensemble d'objets tels que les projets de quartier, la co-construction, la participation et le budget participatif est une démarche parmi d'autres. Certains parlent d'outils, moi je préfère parler de démarche quasiment, parce que pour moi, c'est plus qu'un outil, c'est une démarche qui nécessite des postures professionnelles renouvelées. Et c'est aussi une démarche de proximité qui rapproche, de mon point de vue, l'habitant des projets que l'on veut mettre en œuvre pour améliorer la situation dans un quartier. Donc, c'est une démarche de proximité vraiment qui rapproche l'habitant des projets. Et ça, c'est vraiment essentiel dans la perspective de la nouvelle contractualisation. Alors, je vais laisser la parole à ceux qui ont œuvré à un niveau ou à un autre, notamment à Reda, Guy Laurent, Sylvestre, alors, Reda de Califano de la métropole Aix-Marseille-Provence, directeur de la direction cohésion sociale, et puis aussi à Célia Bentaleb qui a travaillé sur ce sujet chez nous. Merci à Cité Ressources. Donc, je suis Reda Califano, le directeur de la cohésion sociale à la métropole Aix-Marseille-Provence. Je reconnais quelques collègues parmi vous. Du coup, l'enjeu, effectivement, de ce webinaire, c'est un partage d'expérience et de dynamique d'expérience. Donc, avec José da Silva, qui est animateur du lab de la métropole, que vous voyez à l'écran aussi, et Guy Laurent, on a pas mal œuvré sur cette démarche-là de budget participatif avec l'appui de Cité Ressources. Mais en préambule, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait euh, que déjà le budget participatif que nous, on l'a expérimenté en fait depuis à peu près 5 ans, sous différentes formes, sous différents formats, avec différents territoires. On est passé de Port-de-Bouc au centre-ville de Marseille, à Pertuis, à la Belle de Mai, oui, la Belle de Mai, Herbel, ou je crois, José, c'était quoi le dernier territoire? Oui, les Flamands, mais là, c'était pérennisé par les équipes du territoire avec Fatima Bencheni. Le budget participatif, pour nous, c'est dès le départ une volonté forte de changer de logiciel, en fait. C'était de se dire comment on remet l'habitant au cœur de sa stratégie, comment on remet l'habitant au cœur de ses orientations et des actions dans son quotidien, et comment aussi on fait évoluer nos modèles et nos logiciels pour que nous, professionnels du développement local, de la politique de la ville, de l'éducation populaire, on puisse proposer un autre modèle qui soit vraiment plus horizontal, plus participatif. Et du coup, il fallait avoir une démarche, j'allais dire au départ pour le lancer, parce qu'on était un peu seul, il fallait avoir une démarche un peu d'expérimentation et d'innovation. C'est-à-dire que c'était vraiment la volonté forte de ce changement de logiciel. Et ce qui était intéressant, c'était que finalement, alors on va expliquer un peu tout le retour d'expérience. Je le décris pas, je ne le développe pas, à part si on me le demande, mais on a Célia, Guy Laurent, José qui vont présenter, expliquer. Alors, je ne vais pas trop en dire non plus, mais ce que je voulais dire un peu en préambule, c'était que on avait un enjeu à ce changement de modèle, que ce changement de modèle, des fois, il demandait un peu de courage, un peu de volonté, et qu'on avait un contexte assez exceptionnel aujourd'hui, celui du nouveau contrat de ville, que c'était vraiment l'enjeu aujourd'hui de proposer ce nouveau modèle dans le futur contrat de ville pour justement ne pas dépendre que d'une programmation, d'une gestion de programmation où on voit toujours finalement les mêmes projets. Euh, les retours de différents budgets participatifs qu'on a menés, notamment celui d'Herbel auquel moi j'ai participé particulièrement,
c'était vraiment une satisfaction des habitants. C'est-à-dire que dès le départ, on leur propose un budget qui est clair, transparent, une temporalité qui est plutôt courte, une modalité de mise en œuvre qui est claire et qui est adaptée, des temps qui s'inscrivent dans la réalité des habitants et pas dans la réalité des professionnels. Et du coup, tous les paramètres, on les a réunis pour que ça réussisse. Et ce qui était intéressant, c'était que pour la première fois, on a vu des habitants, des élus et des équipes techniques et des partenaires associatifs être tous satisfaits de la démarche. Donc on s'est dit, ben là, ça veut dire on a quelque chose qui fonctionne et qui est pertinent. Donc pour nous, le budget participatif, concrètement, même si j'évoquais la question de courage tout à l'heure la- et le fait d'oser à développer ce type de dispositif, en réalité, c'est pas si compliqué que ça à le mettre en œuvre. Donc, c'est aussi notre volonté de porter à connaissance qu'on a pu mettre en place avec l'ensemble des partenaires et de démontrer que finalement, pour une institution comme la Métropole Aix-Marseille-Provence, mais comme une collectivité, une autre PCI ou une ville ou l'État, euh, c'est c'est très faisable en fait, hein. D'ailleurs, on l'a déployé nous avec les services de l'État et du cabinet du préfet. On a eu le délégué du préfet qui était avec l'équipe projet sur le territoire à chaque fois. Et à chaque fois, le binôme a très bien fonctionné avec les acteurs associatifs dans cette démarche-là. Donc, quand je dis que c'est faisable au niveau institutionnel, on a un peu essuyé les plâtres au départ pour voir quelles sont les modalités administratives les plus adaptées. Mais à force de l'expérimenter, on a trouvé des modèles assez finalement simples et efficaces, même si on a toujours des mécanismes administratifs contraints. Mais dans nos propres institutions, c'est finalement assez simple. Donc c'est un premier témoignage comme préambule, mais on y reviendra ensemble avec les différentes présentations. Mais pour dire trois choses. La première, c'est que n'ayez pas peur d'expérimenter, d'oser, de lancer ce type de démarche. Le deuxième point, c'est que on a une opportunité exceptionnelle, c'est les nouveaux contrats de ville. Et le troisième, c'est que c'est aussi extrêmement épanouissant pour les professionnels, les habitants, les politiques d'avoir ce type de dispositif qui change par rapport à nos gestions programmatiques qui, des fois, nous enferment dans certains modèles. On vous propose de commencer ce webinaire avec une petite question d'introduction. Pour vous, quand on vous dit budget participatif, quels sont les mots-clés auxquels vous pensez? Donc voilà, on vous propose cinq grands champs. Si il y en a aucun qui vous convient, vous pouvez aussi en ajouter dans le chat. Mais l'idée, c'est de vous positionner sur voilà, le choix qui vous correspond le plus parmi ces cinq propositions. Donc première proposition, innover, agir autrement. Deuxième, voilà, budget participatif pour vous, vous pensez nouvel outil démocratique. Troisième proposition, pouvoir d'agir des habitants. Enfin, changer nos pratiques professionnelles. Et puis, pour finir, faire ensemble. Voilà, donc le sondage va s'afficher. Voilà, je pense que on a à peu près tous voté. Alors, voilà, donc sur les résultats, on voit voilà, une majorité qui s'intéresse, enfin, qui trouve un intérêt autour du pouvoir d'agir des habitants. Et puis voilà, aussi quelques choix autour de faire ensemble, changer nos pratiques et innover. Quand on a imaginé le petit sondage, on se disait que les 5 réponses étaient possibles, évidemment. Et là, moi, ce qui me frappe, mais on peut prendre quelques réactions s'il y en a qui souhaitent. Ce qui me frappe, c'est la réponse B, où personne n'est allé dessus. Un nouvel outil démocratique, c'est peut-être un peu trop fort comme, comme terme. Je ne sais pas. N'empêche que je vais faire un petit teasing là, à la Reda. N'empêche que vous verrez peut-être dans la présentation qu'on va faire après que la question d'un nouvel outil démocratique, nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, la dimension démocratique est assez forte. Vous verrez un peu dans le déroulé de ce qu'on a pu développer dans les différentes expérimentations. Il y a notamment un temps démocratique assez fort et qui a vraiment son importance dans la démarche.
Mais sinon, à part ça, évidemment, pouvoir d'agir des habitants, oui, on y est. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire là-dessus, pour pas être trop long, on est en mars. Ça fait quelques mois qu'on fait un peu le tour de la région, des départements pour accompagner les équipes, les territoires sur la nouvelle contractualisation. La question de la participation des habitants ressort évidemment. C'est quand même un élément clé de la politique de la ville depuis toujours. Et pour autant, ça reste un élément clé toujours aussi difficile à mettre en œuvre. Voilà, je ne vais pas refaire l'histoire des conseils citoyens. Il y avait quelque chose d'intéressant, mais qui est pas forcément allé jusqu'au bout. On va pas rentrer dans le truc, c'est juste pour dire que cette question de la participation des habitants, on a quand même c'est difficile, quoi. On a quand même du mal à la prendre en compte réellement. On a du mal à dépasser le stade de la consultation pour aller réellement sur de la co-construction, voire de la codécision. Et toujours teasing, c'est là où je trouve que cet outil est vraiment intéressant parce qu'il a un peu, il a quand même en bonne partie réussi à dépasser ce plafond auquel on bute bien souvent, quoi. Enfin, c'est pas le seul outil, bien sûr, qui arrive, mais comme dit Reda, on a expérimenté différents formats et on arrive sur, euh, sur une méthode complètement adaptable, évidemment, mais qui a vraiment fait ses preuves et qui est assez efficace, quoi. Voilà. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Célia Bentaleb, actuellement consultante indépendante et anciennement alternante à Cité Ressources. Donc, c'est dans le cadre de mon mémoire de fin d'études que je me suis intéressée à l'expérimentation des budgets participatifs initiés par la métropole. C'est donc à partir des retours, donc d'un travail de terrain et d'enquête, d'entretien, que se construit finalement l'argumentaire et plus largement le webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour appréhender, on va dire, et comprendre la dynamique du budget participatif, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va remonter dans le temps, donc pas très loin, pas au XVe siècle, on va remonter à 2018, c'est-à-dire à l'évaluation à mi-parcours du contrat de ville de la métropole, donc dans laquelle il a été reproché très classiquement à la politique de la ville un usage excessif à l'appel à projet, avec ce que cela implique, c'est-à-dire un rapport financeur-financé auprès des opérateurs, auprès des porteurs de projets, une mise en concurrence des associations entre elles, et finalement une programmation qui n'a pas été mise en débat avec les premiers concernés, c'est-à-dire les citoyens. Donc, fort de ces constats, la métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de faire appel au savoir-faire de l'Université du citoyen pour expérimenter sur différents territoires le budget participatif. Et donc, Guy Laurent va nous expliquer en quoi consiste exactement cette méthode et en quoi est-ce qu'elle est innovante. Yes. Donc, c'est vraiment retour vers le futur, vers le passé pour moi. Je reprends mon ancienne casquette de responsable de l'association Université du citoyen, qui arriverait donc sur ces expérimentations aux côtés de la métropole. Vous avez toute l'équipe qui est en vidéo, qui est en plein de boulot, en plein de préparation. Et je vais vous présenter, blague à part, les 8 étapes de cette démarche qu'on a mise en place de budget participatif. En préambule, pour ceux qui sont aguerris aux démarches participatives, vous allez voir que la démarche en soi, elle n'est pas révolutionnaire. C'est aussi ça qui est... Enfin, c'est ce que disait Reda tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'a pas réinventé la poudre à tous les niveaux non plus. On a vraiment capitalisé sur les savoir-faire des uns et des autres. Donc, c'est aussi pour ça que c'est efficace, que c'est opérationnel et qu'on a pu le mettre en place. Et moi, ce que je retiens en tant qu'ancien opérateur associatif, comment dire, c'est une super mutualisation en fait des savoir-faire du tissu associatif et plus largement de l'éducation populaire, de toutes ces méthodes participatives qui remontent ça fait quand même pas quelques décennies maintenant, avec les savoir-faire, la force de frappe d'une collectivité, du contrat de ville, voilà. Et quand les deux se rejoignent, ça donne ce type de démarche vraiment efficace. Alors, 8 étapes, je disais. Première étape, ok. Là, on voit les 8 étapes que je vais vous présenter. Donc de la préparation, la phase amont, alors je me suis arrêté à la phase de votation, c'est ça le temps fort démocratique dont je parlais avant.
Je me suis arrêté là, mais ensuite, pour les équipes techniques politiques de la ville, quand je dis les équipes politiques de la ville, j'englobe les partenaires, les noyaux durs, les délégués du préfet. Selon les territoires, il peut y avoir d'autres partenaires forts. Pour eux, le travail, évidemment, continuait après, puisque une fois la phase de votation réalisée, derrière, il y avait les projets retenus étaient évidemment mis en œuvre sur les territoires. Donc, il y avait tout ce travail d'accompagnement, de suivi de la mise en œuvre des actions et de bilan. Mais moi, pour ma partie, ça allait vraiment de la phase 1 à 8 que vous voyez là. Voilà, donc se préparer, la phase amont, elle est vraiment très, très importante. Il y a plusieurs questions vraiment essentielles à se poser. La question du périmètre, alors c'est vrai il faut peut-être que je réinsiste un peu là-dessus. Quand on dit budget participatif, pour nous, ça paraît évident parce que ça fait des années qu'on est dedans. Mais c'est vrai que ça peut renvoyer à différentes formes. On en entend souvent parler quand on va un peu chercher sur Internet, à l'échelle d'une commune, par exemple, d'une collectivité qui va lancer un budget participatif à l'échelle de la commune. Et donc, ça passe souvent par une plateforme numérique où les citoyens viennent remplir un petit fichier numérique assez simple pour proposer leurs idées, leurs projets, etc. Là, on est vraiment à une échelle territoriale plus réduite. On est à l'échelle, en tout cas dans ce qu'on a mené, hein. Donc après, pourquoi pas l'adapter sur d'autres échelles. Mais on était à l'échelle de quartier. Reda les a cités, la Belle de Mai en centre ancien de Marseille, Herbel dans le 10e de Marseille. Le dernier, c'était les Flamands Le Mail dans le 14e. Fatima, c'est ça, hein. Tu me reprends si je dis des bêtises. Reprenez-moi d'ailleurs si je dis des bêtises en général. Et puis aussi le Ah centre non, ancien c'est bien ça, Ah, Flamand c'est Mail. ça, ouais, ouais. On dit toujours tellement 13-14 que j'avais un doute. Et puis le centre ancien de Pertuis. Voilà, donc c'est des contextes géographiques différents, des quartiers de vie différents. Mais dans tous les cas, il faut vraiment se poser la question de à quel périmètre on veut agir, en pensant évidemment à toute la démarche qui va suivre. C'est-à-dire, il va y avoir, vous allez le voir, des phases de mobilisation, l'animation d'ateliers de concertation, etc., etc. Donc évidemment, si on est à l'échelle d'un quartier très très grand ou de plusieurs quartiers d'un arrondissement ou d'une ville, on ne va pas aborder toutes ces questions-là d'organisation et d'animation de la même façon. Nous, on était plutôt globalement, l'idée c'était de coller à la réalité d'un quartier vécu par les habitants. Tout simplement parce que, mais encore une fois, ce n'est pas une règle, on peut la dépasser, on peut l'adapter autrement, hein. Mais disons que si on a un périmètre qui comprend plusieurs quartiers, il faut bien avoir à l'esprit que quand on va animer les ateliers, vous aurez des gens de différents quartiers vécus qui vont parler de réalités différentes. Et ça, il faut le prendre en compte dans l'animation parce que du coup, c'est plus compliqué de trouver des points communs, fédérateurs, etc. À moins de faire des sous-groupes par quartier, etc. Mais ça augmente la charge de travail. Donc, la question du périmètre, la question du budget et des calendriers. La question du budget, il y a une double question en fait là-dedans. Il y a la question d'abord de l'enveloppe globale du budget participatif. Sur les derniers, par exemple, on était sur 80 ou 90 000 euros de mémoire. Le tout premier était à 30 000 sur la Belle de Mai. Et deuxième question financière qui est liée, quelle subvention maximum on souhaite attribuer à une action. Imaginez qu'à la fin du budget participatif, lors de la votation, il y a par exemple, en moyenne, on était entre 7 et 10 ou 11 actions retenues, je crois. Voilà, donc ça veut dire que votre enveloppe globale, elle va être divisée en 7 ou 10 actions. Si vous ne mettez pas une subvention max, je ne sais pas moi, ça peut être, enfin, ça dépend de votre enveloppe globale en fait, hein, peu importe. Mais imaginons que sur une enveloppe de 80 000, vous ne mettez pas de maximum et qu'il y a une action super intéressante qui vient manger 60 000 euros de l'enveloppe, il ne vous reste plus grand-chose pour les autres actions. Donc voilà, ces deux questions-là doivent être vraiment réfléchies. Et en même temps, si on limite évidemment la subvention max à 10 000 euros, on se limite aussi dans les types de propositions qui seront faites. Elles seront un peu moins ambitieuses, en tout cas moins ambitieuses du point de vue financier. Voilà. Sauf à aller chercher des cofinancements. Enfin, vous voyez qu'une question en emmène une autre, donc c'est vraiment des choses à prendre en compte. Le calendrier, c'est ce que disait Reda tout à l'heure, c'est un vraiment des atouts très forts de cet outil, c'est qu'il rapproche le temps de l'habitant du temps de l'institution, ou plutôt l'inverse. Il va très vite. Et moi qui ai mené pendant 20 ans des démarches de concertation, des projets participatifs,
ceux qui en ont mené le savent, quand on démarre ces phases de mobilisation, qu'on anime les ateliers de concertation, on a vraiment espoir que la parole des habitants soit prise en compte et qu'elle soit concrétisée le plus vite possible. Sauf que des fois, ça ne se concrétise pas, la démarche tombe à l'eau pour X raisons, ou se concrétise 2 ans, 3 ans après. Si on fait référence par exemple à des projets en rue, on voit que des fois les temps de réalisation ils sont très très longs, quoi. Parce que voilà. Là, on a un atout majeur, c'est que quand on commence à mobiliser, à aller vers les citoyens, vers les habitants, on leur dit dans 5 mois, à peu près, les actions que vous aurez décidées, que vous aurez votées, démarreront. Ça, c'est quand même un argument très fort. Et quand on vous dit, ouais, c'est bon, on nous l'a déjà fait, on sait très bien que c'est pas vrai, que si, que là, là, on a des garanties, on sait que c'est vrai. J'en profite, pardon, pour faire une petite digression, pour insister sur un point, Reda, c'est-à-dire qu'il y a une innovation, enfin, pour moi, majeure, mais là, je parle en tant qu'ancien porteur associatif, acteur associatif, euh, du côté de l'institution. À savoir que pour que ça, ce soit possible, l'équipe de José et Reda, José, j'espère que tu prendras la parole dans le webinaire parce que tu as quand même beaucoup œuvré à tout ça. Mais leur équipe, au sein de la collectivité, a fait un travail énorme en amont, que moi, je n'ai pas vu, je suis arrivé après, pour que ce soit possible. Et ça a débouché sur 2 décisions qui sont fondamentales et qu'on a rarement, en fait, hein. Une première décision donc, des élus, hein, de dire on va sanctuariser une enveloppe financière. Voilà, donc, ce qui permet ensuite de l'utiliser très vite parce qu'on raccourcit le processus de décision puisqu'on l'a anticipé. Deuxième décision très importante, c'est que, en fait, euh, les élus ont accepté et ont décidé de partager une partie de leur pouvoir, puisqu'ils soumettent la distribution, la manière d'utiliser cette enveloppe financière globale à la codécision avec les citoyens, au travers notamment de cette fameuse phase de votation qu'on verra sur la dernière étape. Voilà. Ces 2 éléments clés qui ont été travaillés, validés en amont, ils sont absolument fondamentaux. Et là, pour moi, c'est une avancée majeure. C'est ce qui fait qu'après, on peut vraiment se rejoindre et être efficace ensemble. C'est qu'il y a ces 2 préalables. Donc, je reviens sur le calendrier. Tout ça nous permet d'aller très vite. C'est une des forces de cet outil, mais c'est aussi une de ses faiblesses. C'est-à-dire qu'il y a certaines étapes où, dans les expérimentations qu'on a menées, on est peut-être allé un peu trop vite. Et il y en a certaines, il ne faut pas aller vite. Il faut prendre le temps. Je pense en particulier sur la phase où on veut associer différents partenaires, acteurs associatifs et autres, pour travailler ensemble et peut-être faire des propositions ensemble. Le partenariat, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. C'est d'abord de la relation de confiance entre des personnes et ensuite entre des structures. Donc, ça peut pas, faut pas aller trop vite sur cette phase-là, ou alors faut l'anticiper, la travailler en amont. Oui, Reda, pardon. Ouais, non, juste, je voulais compléter, mais on parlait des élus. C'est extrêmement important parce que nous, nos élus, ils ont porté la démarche et la stratégie. On a eu Denis Rossi, élu à la politique de la ville, qui était extrêmement impliqué avec Martial Alvarez, le vice-président de la métropole, tout ça soutenu par la présidente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que si, en gros, les élus, eux, ils veulent toujours faire mieux sur les territoires et améliorer la qualité de vie des habitants. Donc, vous, votre sujet technique, c'est comment vous leur proposez des outils et des façons de faire qui permettent de répondre à cet objectif-là. Et en réalité, les élus ils sont plutôt friands de nouvelles dynamiques, de nouvelles démarches. C'est plus nos DGS, plus l'administration qui peut être un peu frileuse de temps en temps, mais là, on a un retour d'expérience qui est extrêmement positif. Donc, c'est pour ça que je dis que nous, on a eu la chance d'avoir des élus qui ont porté énormément ce type de démarche, mais parce que aussi les équipes techniques leur ont proposé des choses assez faisables et réalistes en fait. Voilà. Donc c'est aussi le rôle des techniciens de rendre facile et à mettre en œuvre ce type de dispositif. Enfin facile, de rendre faisable. Merci pour les précisions. Rassurez-vous, je vais être plus rapide pour la suite, mais en fait, la phase amont, c'est là où il y a toutes les questions essentielles qu'il faut se poser, qui sont parfois délicates à trancher. Donc, c'est pour ça que j'insiste un peu plus là-dessus. Troisième élément clé, l'équipe projet. Comme dans toute démarche, on en parle beaucoup en ce moment par rapport à la conception et la mise en place des projets de quartier. Un projet de quartier, c'est comme là un budget participatif. Il y a beaucoup de similitudes. Il faut une équipe projet, un noyau dur. Alors, on pense évidemment à l'équipe politique de la ville, aux délégués du préfet. Selon les départements, il y a la CAF aussi qui est très impliquée. On parle du trio. C'est variable selon les territoires, selon votre contexte.
c'est vrai que là, nous, on est dans le champ de la politique de la ville, mais ça peut très bien se mettre en place dans d'autres champs. Moi, je l'ai mis en place dans un champ qui n'a rien à voir, qui est celui d'un pli sur Nice, NCH. Je ne sais pas si ma collègue Assia est dans le webinaire. Mais voilà, c'est un contexte totalement différent. Là, il n'est même pas question de territoire, vous voyez. Enfin, c'est pour dire que la méthode s'adapte. Dans l'équipe projet, juste un point, je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est vraiment important, ça paraît bateau, mais c'est de bien définir en amont le rôle, qui fait quoi et les limites de chacun, parce que encore une fois, c'est une démarche qui est passionnante, mais qui demande beaucoup d'énergie et qui se fait en un temps très vite. Donc, quelque part, vous avez un peu toutes les conditions pour que ça crée des tensions. Et il y en a, hein, forcément. C'est complexe, ça va vite. Donc, il faut vraiment arriver à suivre la machine. Il faut s'adapter, il faut être très réactif. Donc, il faut que chacun soit souple dans ses marges de manœuvre, dans ses limites, mais en même temps, il faut en avoir, parce que sinon, on peut ne faire que ça pendant 3 ou 4 mois. Voilà, donc, la question de l'organisation de l'équipe projet là, est vraiment importante. Oui, un point quand même, je suis obligé de remettre une casquette d'ancien associatif. On avait un rôle donc plutôt sur le volet conception, méthode, animation. On en a souvent débattu ensemble. Je pense que les collègues ne me contrediront pas. C'est intéressant d'avoir un tiers extérieur neutre pour animer ça, outre le savoir-faire sur la méthode, ça peut se trouver, etc. Mais dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir un tiers neutre qui n'est pas forcément du territoire, qui n'est pas un technicien du territoire et qui va donc avoir un regard un peu plus extérieur. Et donc, dans la réflexion, dans la mise en œuvre de la démarche, c'est quand même important. Il faut savoir qu'on a en moyenne 1 à 2 temps de calage par semaine hein, dans les moments les plus forts, parfois même 3 dans les moments de rush. Donc, cette équipe projet, c'est pas juste des mots, quoi. Il faut serrer les coudes dans les moments forts, quoi. Guy Laurent, je rajouterai, hein, Oui, je hack un peu la présentation, je suis désolé, mais je non, c'est pas grave. rajouterai que pour nous, ça a été super important, l'intervention de l'Université du Citoyen, aussi parce on a besoin d'avoir un regard extérieur qui nous fait un peu bouger les lignes. C'est-à-dire que l'idée, c'est que souvent, et moi le premier, c'est qu'on est des techniciens, des professionnels qui avons des partis pris inconscients sur des acteurs, des idées, des thématiques, etc. Il faut lutter un peu contre ce conditionnement un peu de départ et d'avoir un acteur neutre, ça nous permet aussi de faire ce pas de côté et d'évoluer tranquillement. Et donc, il faut accepter aussi de se dire, bah, du coup, cet acteur, il va pouvoir aussi remettre un peu de l'objectivité dans tout ce qu'on peut mener. Donc, c'était extrêmement important. Ouais, merci. Dernier point sur la thématique, parce qu'en fait, la question de la thématique, c'est est-ce qu'on donne une coloration particulière au budget participatif? Est-ce qu'on lui donne un sujet, une entrée? Sur certains BP, on avait pris l'entrée, par exemple, de la transition écologique, mais ça aurait pu être autre chose. Ou au contraire, on se dit non, on ne pose pas de sujet de départ. Euh, on va d'abord vers les habitants et on va voir ce qui ressort de manière globale. Et ensemble, après, avec eux, on va prioriser, on va cibler peut-être des enjeux, des thématiques plus que d'autres. Voilà, donc ça, c'est un choix qui a une influence évidemment sur la suite de la démarche. Pareil, je ne développe pas tout, mais un élément qui a été assez clé pour nous, c'est que, évidemment, si vous définissez une thématique au départ, ça vous permet d'anticiper, d'aller chercher des ressources, des acteurs partenaires un peu spécialistes de la thématique qui auront un rôle à un moment donné dans la démarche. Si on n'a pas d'entrée thématique particulière, et que vous partez beaucoup plus large, bien évidemment, ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire ou alors il est plus complexe, quoi. Voilà. Voilà, donc ça, interrogation pour résumer toutes ces questions importantes à se poser au départ. Donc voilà, après ça va vite, mais au départ, il faut vraiment bien réfléchir. Voilà, la phase 2 d'aller vers, avec le sourire, évidemment. Ça, c'est comme toute démarche participative, j'allais dire. Hein, on en parle beaucoup du aller vers sur tous les territoires, de partout, même dans les circulaires. C'est des mots qui ont fait leur apparition maintenant dans les textes officiels. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Ça paraît essentiel et ça démarre par là, comme toute démarche participative. Bon, voilà, on a évoqué un peu des outils, des façons de faire. Il y en a plein, à chacun d'inventer les siennes. Hein, mais évidemment, on part des acteurs du territoire. Hein, ça, on ne l'a pas assez dit, mais je le redirai aussi par la suite. Rien ne se fait sans les acteurs du territoire. On part des acteurs, des groupes constitués. On a parfois des collectifs d'habitants, on a parfois un conseil citoyen, une asso de parents d'élèves, etc. À vous de voir, selon les ressources, les forces en présence sur votre territoire. Dans la manière de faire, le porte-à-porte, ça paraît l'outil un peu basique, mais
moi, ça reste un de mes outils préférés, simple mais efficace. On est sur le terrain, on va rencontrer les gens. Il se passe énormément de choses dans ce type d'échange, mais ça peut être évidemment profiter d'événements conviviaux, une fête de quartier, un repas de quartier ou toutes sortes d'événements qui peuvent être organisés par un centre social, une asso ou autre chose. De venir se greffer, d'avoir un stand, un porteur de parole, bon, voilà, enfin, il existe plein d'outils, je vais pas les. Le questionnaire aussi, pourquoi pas, hein, ça peut faire partie. Sur Pertuis, on a mené le budget participatif pendant la période Covid. Donc, on avait fait un petit questionnaire et du porte-à-porte. Au moins, il y avait pas on n'organisait pas de groupe. On avait contourné comme ça les problématiques. Étape 3, une fois qu'on a fait cette phase d'aller vers, ce qu'il faut que je dise sur la phase d'aller vers, c'est que c'est pas juste pour mobiliser, c'est pas juste pour communiquer et dire voilà, il y a telle démarche qui commence, il y a un atelier la semaine prochaine à telle date. C'est pas juste ça. C'est aussi une phase où on commence à recueillir la matière. Et du coup, quand on arrive sur la phase de co-construction des enjeux, on a déjà plein de matières qui nous permettent de préparer des supports d'animation et de la réflexion collective. Donc voilà, après, c'est encore une fois, c'est toutes les méthodes et les techniques d'éducation populaire ou de méthodes participatives que vous connaissez bien tous aujourd'hui. Mais le fondamental, c'est comment on crée les conditions pour favoriser l'écoute et le débat. Ouais. Donc le lieu va compter, l'organisation du lieu va compter, l'horaire va compter. Enfin, je ne fais pas un dessin, vous connaissez tout ça par cœur. Le passage du jeu au nous, ben évidemment, quand on est dans l'animation d'une réflexion collective, on a une somme d'individualités, une somme de personnes qui arrivent, qui sont mobilisées, qui sont intéressées, qui viennent, et mais elles partent d'elles au départ, c'est normal, de leurs problématiques, de leurs enjeux, de leurs envies, de leurs intérêts. Comment de tout ça, on arrive à faire quelque chose de partagé, de commun, de collectif. Ça, c'est tous les enjeux de l'animation. Et puis, donc, 3 ateliers qui vont permettre de faire toutes ces étapes et pour aussi, pas simplement faire une liste à l'après-vert de tous les enjeux, mais bien les affiner, les spécifier par rapport au territoire, les préciser avec la force du débat collectif qui va permettre d'avoir des débats d'arguments. Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi, moi je le vois plutôt comme ça. Ah bon, comment ça, pourquoi? Et tout ça fait que petit à petit, la réflexion collective s'affine, les enjeux s'affinent, ils sont argumentés, et comme ça, petit à petit, on cible et on priorise. Et évidemment, nous, on était sur 3 ateliers, je ne sais plus si je l'ai dit. Ça me paraît franchement être une bonne moyenne. 2, c'est vraiment très court. Ça peut être faisable, mais c'est très très court, quoi, voilà. Et au-delà de 3, ça commence à être un peu long. Parce qu'encore une fois, la force de cette démarche, c'est quand même d'être assez rapide. Et par ailleurs, comme toute dynamique collective, participative, il ne faut pas qu'elle s'éternise trop non plus, quoi. Sinon, après, on perd les gens, on perd la dynamique. Et voilà, troisième temps, sur le 3e atelier, mais les idées peuvent arriver avant. En même temps qu'on pense à des constats, à des problématiques, à des enjeux, le cerveau, lui, il a tout de suite en même temps les idées qui arrivent. Donc évidemment, on prend bien soin de noter toutes ces idées. Et notre boulot, là, c'est aussi de dire aux groupes qui sont là, aux gens qui sont là, lâchez-vous. Osez avoir des idées folles. Et puis ensuite, on revient sur Terre et on voit ce qu'on peut en garder de ces idées folles. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une époque où on a tendance à se mettre beaucoup d'œillères et on a un peu du mal à se lâcher. Phase 4, donc je vous rappelle, on a des enjeux priorisés, ciblés, etc. C'est le moment d'aller élargir parce que sur nos groupes de travail, on n'avait pas tout le quartier, évidemment. Donc là, on va en profiter pour élargir sur d'autres temps forts, conviviaux du quartier. Là, une fois, on peut s'appuyer sur des événements de la vie du quartier ou créer un événement propre par rapport à ça. Et ça permettra de mobiliser de nouvelles personnes, de confronter toutes les idées qu'on a pu avoir, de les partager, de les affiner, etc. Et donc, quelque part, de les faire valider par tous. Voilà, cette phase-là est quand même assez importante. Et puis, évidemment, on étaye l'argumentaire et on finalise vraiment les priorités. Et à partir de là, on va pouvoir écrire un cahier des charges. Ça, c'est aussi une grande innovation de cette démarche. C'est qu'il n'y a pas un tiers, il n'y a pas un bureau d'études ou un tiers qui vient recueillir tout ça et qui le traduit ensuite pour le faire remonter aux décideurs. Pas du tout. On coécrit ensemble le cahier des charges, l'appel à projet, si vous voulez. Il peut prendre plusieurs formes avec les habitants.
et toujours en aller-retour, puisque dans tous ces groupes, je le rappelle, hein, il y a l'équipe projet, il y a le noyau dur, donc les techniciens sont là à nos côtés. Et en plus, ils font des allers-retours avec leur hiérarchie, avec d'autres services, parce que même si tout ça va vite, en général, il y a un atelier par semaine, ça leur laisse le temps, enfin pas vraiment, mais vous derrière, vous passez plein de coups de fil de tous les côtés pour vérifier des choses, associer d'autres services, etc., etc. Et la coécriture du cahier des charges, c'est les mots des habitants, mais avec pas le filtre, mais avec la lecture, la relecture des techniciens et de l'administration pour que quand même ça rentre dans les grilles administratives et juridiques et qu'on fasse pas de bêtises, quoi, hein, que la démarche puisse être valide. Donc voilà, il y a les modalités de diffusion, les critères, hein, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a trop de choses à dire. Mais les habitants définissent aussi les critères de sélection des actions et d'éligibilité. Voilà. Par exemple, dans les critères qui ressortaient beaucoup, il faut que les projets associent les habitants. Il faut que les projets tiennent compte des ressources du territoire et des acteurs locaux. Voilà, des choses comme ça. J'accélère, pardon. Une fois qu'on a coécrit ce cahier des charges qui prendra différentes formes, l'appel à solution, l'AMI, appel à manifestation d'intérêt, ou plus classique, l'appel à projet, on le lance, on le diffuse. Là, il se pose plein de questions sur la diffusion, la communication de tout ça. Je ne m'attarde pas dessus, on peut peut-être en parler après si vous voulez. Et puis, on arrive une fois que... Alors nous, le format qui nous a le plus plu, c'est l'AMI, appel à manifestation d'intérêt. Vous avez un ensemble d'acteurs qui répondent. Ben, moi, je suis intéressé par tous ces enjeux, ces problématiques et ces pistes de réflexion que les habitants ont posées. J'ai bien envie d'être de la partie et d'amener mon savoir-faire dans l'histoire et de peut-être vous proposer quelque chose. Donc, une fois que ces acteurs se sont manifestés, on les réunit avec les habitants et on organise. Nous, en moyenne, on était sur 2 ateliers. Pareil, un, c'est trop court, le temps de faire connaissance, de présenter, ci, ça. 2, ça peut être un peu court, mais ça peut le faire. Ça, c'est à vous de juger, hein, selon chaque dynamique. Et on bosse ensemble, on affine les pistes de proposition des habitants, voire il y en a des nouvelles évidemment qui peuvent apparaître. Par contre, ensuite, ce qui est important, c'est de laisser la liberté, l'indépendance quand même aux porteurs de finaliser leurs propositions. Voilà. Même, on est dans la co-construction, vous le voyez complètement, mais il faut aussi respecter l'indépendance et la liberté aussi de chaque acteur de répondre seul ou à plusieurs d'ailleurs. Et c'est là où je disais tout à l'heure, on ne peut pas forcer les consortiums. C'est hyper intéressant, mais soit les gens se connaissent un peu avant, soit là, le temps souvent était un peu court pour que des relations fortes puissent se construire et de manière à pouvoir répondre ensemble et coécrire une proposition commune. Les délais étaient un peu courts là-dessus, mais vous trouverez peut-être des solutions que nous, on n'avait pas trouvées ou vous l'anticiperez mieux, j'espère. Voilà, 7, dépôt et instruction, évidemment. Après, il y a quand même un petit dossier à déposer. Et puis, phase de votation, je termine là-dessus. Vous voyez, ça a été peut-être le temps le plus fort de toutes les démarches. Un temps démocratique, ça a été dit comme ça, vraiment très, très fort, parce qu'on a essayé de faire ça de manière sérieuse. C'est un vote, et puis d'ailleurs, c'est quand même une collectivité derrière qui porte la démarche. C'est pas n'importe qui, donc forcément, ça doit être sérieux, ça doit être fait dans les règles de l'art. Et en plus, les gens l'apprécient énormément. Beaucoup de gens nous ont dit, mais moi, je ne peux pas voter, je n'ai pas la nationalité. C'est pas grave. Vous habitez le quartier? Oui. Eh ben, alors, vous êtes légitime, vous avez le droit de venir voter. Et donc, voilà. Après, il y a des règles de votation à imaginer. On a testé différentes règles. Je ne rentre pas, parce que là, on rentre dans des détails. C'est bien pris la tête sur ce type de règles-là. Mais en tout cas, c'est un moment très, très fort. Nous, on l'a fait sur une journée. Parce que si on le faisait sur 2 ou 3 jours, on aurait peut-être plus de monde, mais beaucoup plus de risques de biais, de doublons, de gens qui reviennent voter, et c'est quasiment impossible à gérer, quoi. Donc, à chaque fois, on était sur une journée. À toi Merci Guy Laurent. Donc, les enseignements. J'ai été trop long, il fallait me le dire. Je vais rebondir sur la phase de votation. En fait, c'est suite à cette phase de votation, on se retrouve avec des habitants finalement qui trouvent du sens dans leur projet puisqu'ils les ont choisis. Donc là, il y a des verbatims, donc c'est des vrais propos qui viennent d'habitants et que j'ai sélectionnés parce que je ne pouvais pas tous les mettre. Donc on a par exemple le projet Nature en ville qui a permis d'embellir notre quartier. On a l'aide au permis qui a facilité la vie des femmes, notamment en situation de monoparentalité.
On a aussi, suite au diagnostic d'habitants, là je cite par exemple Herbel, où les habitants, dans leur diagnostic partagé, ont soulevé la problématique des enfants qui allaient à l'école sans manger et ont décidé de s'en emparer et ont proposé donc des petits déjeuners systématiques à l'école. Et on a même aussi des projets qui ont dépassé le cadre du budget participatif. Je pense notamment aux femmes des Flamands et du Mail. Fatima Bencheni, qui est présente, pourra nous en parler si elle le souhaite, où là, on a dépassé le cadre des femmes qui avaient juste de l'appétence pour cuisiner et voulaient proposer leurs services, leurs compétences lors de repas de quartier et se sont formés et ont signé là très récemment un CDI à la Sodexo. Donc là, c'est un petit peu des projets que l'on peut retrouver issus du budget participatif initié par la métropole. On voit que ça touche à peu près tous les domaines. On a l'emploi, on a tout ce qui touche à la cohésion sociale, on a l'environnement. Donc, les projets, non seulement ont du sens, et ils sont intéressants. Donc, après, je vais rebondir un peu plus sur le cadre un peu général. Je n'ai pas pu, pour des raisons logistiques, faire le point sur le budget participatif de Port-de-Bouc. Donc, je me suis arrêtée à l'expérimentation sur 4 territoires. Donc, celui de la Belle de Mai en 2019, avec un budget de 32 500 €. Puis celui de Pertuis en 2020, avec un budget de 30 000 €. Puis, ensuite, en 2021, Herbel, avec un budget plus important de 95 000 €. On commence un petit peu à être à l'aise avec l'outil et on souhaite donner des moyens beaucoup plus importants. Et le dernier en date, donc en 2022, celui des Flamands Le Mail, avec un budget de 95 000 €. Ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est que les équipes sur place se sont appropriées cet outil. Se sont réellement appropriés cet outil. Donc, on constate qu'on n'a pas la même façon d'expérimenter le budget participatif. Il n'y a pas une façon, mais des façons d'expérimenter un budget participatif. On a un point commun, par exemple, à la Belle de Mai et à Pertuis, on a un collectif déjà existant. Donc, à la Belle de Mai, on s'est appuyé sur le collectif de parents d'élèves, à Pertuis, sur le conseil citoyen. Et au sein même de ces territoires-là, on constate qu'à la Belle de Mai, les équipes sur place se sont dit, bon, on va travailler autour de l'école, donc on va s'appuyer sur la carte scolaire. À Pertuis, dans un contexte où on était confinés, le conseil citoyen a dit, bon, on va faire un appel à solutions pour choisir notre opérateur. On voit que chacun s'approprie cet outil. Le but, c'est de laisser la possibilité aux équipes sur place de l'adapter au territoire, avec quand même une méthode, un socle commun. C'est la méthode de l'université du citoyen, donc la dimension collective, le fait qu'on travaille collectivement à une échelle beaucoup plus micro. Par la suite, donc, on constate toujours que les équipes se sont appropriées cet outil, mais on n'est plus resté sur un collectif déjà existant, on l'a ouvert à des habitants volontaires qui souhaitaient s'impliquer. Donc, à Herbel, c'était des habitants volontaires. Au Flamand-Le Mail, c'était des habitants volontaires aussi. Et il y a même encore des spécificités, puisqu'à Herbel, on a une thématique, celle de la solidarité et de la transition écologique. Et au Flamand-Le Mail, une autre spécificité, c'est que ce budget participatif, il a été travaillé à partir de 2 quartiers. Donc voilà, j'ai mis un petit astérix pour rappeler, comme Guillaume a pu le faire, que lorsqu'on décide de rassembler des quartiers, il faut bien vérifier que les profils de territoire sont les mêmes pour avoir un diagnostic partagé tout simplement cohérent. J'assiste encore une fois, comme a pu le faire Guy Laurent, sur la phase de votation. C'est pour ça que, idem, j'ai été très étonnée de savoir que ce n'était pas perçu comme un outil démocratique, parce que lorsqu'on descend dans les territoires et qu'on s'adresse aux habitants, ce qu'ils retiennent, c'est le temps de vote. Le temps de vote, c'est une célébration de la démocratie dans des quartiers où le taux d'abstention est record. Donc, les habitants, quand on descend et qu'on leur dit, bon, qu'est-ce que vous retenez? C'est la phase de votation. On est parti sonner chez le voisin, mais viens voter, mais je ne peux pas. Si, aujourd'hui, tu peux. Les enfants aussi ont voté. Pour certains, c'était la première fois qu'ils votaient. Donc, ça a créé énormément d'émotions. C'est un temps très, très fort qui mérite d'être valorisé. Donc, c'est un temps à la fois festif et solennel. C'est un outil qui renforce incontestablement le pouvoir d'agir des citoyens parce qu'il est concret. On arrive et on dit, écoutez, on a une enveloppe, on va décider ensemble de ce qu'on va faire et il y a un engagement des acteurs institutionnels puisqu'on va réaliser les projets que vous allez définir et que vous allez choisir dans l'année. Donc, en cela, il est mobilisateur, il rétablit un lien de confiance.
C'est très important de garder en tête que le lien de confiance qu'on va créer, il va être très rapide et très, très fort. Donc, on peut très clairement dire que c'est un outil, si on met la slide suivante, qui impulse une dynamique de coopération. Donc, au niveau des acteurs, cette fois-ci, des agents de la politique de la ville, parce que j'ai eu l'occasion de tous les rencontrer, ce qui est ressorti, c'est que ça a transformé les pratiques professionnelles, ça a permis d'affirmer l'appétence pour l'animation que certains avaient déjà, ou alors ça a permis à certains de rentrer dans l'animation territoriale. Donc, on est sorti de la gestion d'appel à projets très classique, qui parfois amène à être hors sol, à de l'animation territoriale. Si on met la slide suivante, à de l'animation territoriale. Donc, c'est un outil, si on l'applique avec précaution, c'est-à-dire si on prend en considération certains éléments, est très intéressant. Donc, pour cela, il faut informer et associer l'ensemble des parties prenantes en amont, donc ne pas négliger la phase de préparation. Puis, il faut faire de ce temps démocratique une célébration de la démocratie dans les quartiers populaires. La phase de votation, c'est une innovation. Généralement, c'est sur des plateformes numériques où les gens votent. Là, on est présent sur l'espace public. On appâte les personnes qui parfois n'ont pas participé aux réunions ou à la définition des projets et on les invite à s'intéresser et à choisir ce qui est proposé. Donc, la phase de votation n'est pas à négliger. Et ensuite, donc là, c'est ce qu'on peut reprocher dans l'expérimentation, c'est expérimenter, ça implique de documenter. Et donc là, on applique un petit peu la règle des 3 T, c'est la traçabilité, la transparence, parce qu'il va falloir rendre des comptes aux habitants, faire un retour aux habitants, et donc pouvoir être en mesure d'expliquer comment a été faite la démarche, et la transformation. Si on expérimente, mais qu'on ne transforme pas, on est dans du testing, et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ah ben ils sont venus, ils ont animé et ils ont disparu. Il ne faut pas prendre cet outil-là dans ce sens-là. Il faut le prendre comme une fin en soi, prendre comme une fin en soi et pas comme, enfin, il ne faut pas le prendre comme une fin en soi, pardon, mais comme un moyen, donc soit d'impulser une dynamique territoriale dans des territoires où le lien de confiance acteur institutionnel habitant est un peu fragile. Si on met la slide. Donc, soit on impulse, soit on dynamise, soit on est sur un territoire où il y a un lien de confiance qui est déjà établi, et donc le budget participatif, il permet de redynamiser ce lien de confiance, de coopérer, d'aller encore plus loin dans la coopération. Mais il faut savoir que c'est un outil qui n'est pas une fin en soi, mais un moyen surtout d'alimenter un projet de territoire. On ne fait pas un budget participatif pour en faire un, il faut qu'il soit inscrit dans un projet beaucoup plus global. Un grand merci, Célia, pour le partage de cette analyse qui a été le fruit de plusieurs mois de rencontres sur le terrain avec les différents acteurs qui ont été aux manettes de ces différents budgets participatifs. Alors, pour la suite, on vous propose de garder bien au chaud vos questions, vos commentaires, vos remarques, etc. Sur cette partie-là vraiment de ce qui s'est passé pour qu'on puisse avoir un temps d'échange voilà, par la suite, après avoir entendu Reda Califano qui va nous redonner le contexte actuel et voilà, nous donner son point de vue sur cet outil-là aujourd'hui. J'étais allé sur Herbel, j'ai vu un couple métropole-État extrêmement dynamique, la déléguée du préfet, la chef de projet et les équipes avec elle, pardon, et des acteurs associatifs, mais extrêmement dynamiques. Et en fait, ça les a boostés. Les deux étaient déjà très à l'aise sur le territoire, mais avec ce dispositif-là, ont pu déployer leur stratégie. Nous, on était derrière en back-office pour proposer des modèles et des outils. Mais ce qui est intéressant, je rejoins Célia sur la question de l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, parce que José le dirait sûrement, l'appel à projet est des fois un peu déceptif pour les habitants. C'est-à-dire que si on refait le même type d'appel à projet que ceux qu'on fait quand on fait la programmation, souvent on a des projets qui ressemblent à ce qu'on avait avant. Et les habitants, finalement, ils sont plus déçus que les techniciens parce qu'ils s'attendent à des projets plus sympathiques, plus innovants, plus adaptés à leurs besoins. Et du coup, l'idée d'avoir des appels à solutions, c'est au lieu de définir des objectifs à atteindre, définir plutôt des solutions que les habitants auront co-définies en amont via
via les ateliers d'intelligence collective qu'on aura menés. Et du coup, concrètement, ils attendent des solutions qui répondent à ce qu'ils auront défini. Et ça, c'est beaucoup plus palpable pour moi, beaucoup plus concret. Et l'AMI permet aux acteurs associatifs, finalement, de co-construire les solutions avec les habitants. C'est-à-dire que les habitants, ils sont aussi dans une réalité où ils disent que ben non, là, ça ne me convient pas, là, je préférerais ça. Et l'association, elle n'est pas dans son projet classique, mais elle est en dynamique avec l'habitat. Et finalement, toutes les assos qu'on a mobilisées, je pense qu'il y en a une ou deux, j'ai vu certains collègues, ils étaient plutôt intéressés d'être dans ce rapport-là avec les habitants pour dessiner un projet qui correspond mieux à leurs attentes. Et au final, c'était intéressant. Peut-être un autre retour d'analyse un peu, c'est que on a eu les habitants, ils ont voté pour leur projet. Alors, il y a eu du lobbying, notamment chez les jeunes et chez les femmes, des projets qu'ils attendaient un peu plus, et tant mieux, j'allais dire. Ce qui relève des projets, c'est des fois, c'est que les projets ne correspondent pas tout à fait aux projets qu'on aurait pu nous définir et développer. Et des fois, ils sont beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser. Donc c'est vraiment très intéressant. On a des fois des projets classiques type sortie jeunesse, vous avez mobilité jeunesse, etc. Et ça correspond aussi aux besoins et à la réalité du quartier où ça a été posé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être il y avait une carence en termes d'offres à ce niveau-là. Les habitants l'ont posé. Et ce qu'il faut se dire dès le départ, c'est qu'il faut respecter ce choix-là. C'est-à-dire que voilà, ben, c'est le choix des habitants. Et concrètement, ça, c'était vraiment intéressant. Je le redis, je l'ai dit en préambule, mais c'est le plaisir qu'on a pris en fait sur ce type de dynamique. Parce que quand vous êtes avec les habitants, alors c'est pas toujours simple. On a eu 2, 3 coups de pression de jeunes, etc. Mais c'est encadrable facilement en réalité parce que c'est c'est euh, c'est sympathique plus qu'autre chose. Et du coup, quand vous savez un peu animer, quand vous avez aussi l'aide de l'Université des citoyens, je pense qu'entre le DP, la chef des projets et l'équipe cohésion sociale, on était plutôt tous à l'aise avec Cité Ressources auprès des habitants. C'est-à-dire qu'on avait un rapport simple avec eux. Et du coup, on a pu faire émerger assez facilement des choses et transformer une énergie un peu négative au départ en quelque chose de très positif. Et ce que j'allais dire, je le redis, mais c'est l'épanouissement qu'on a eu finalement. C'est-à-dire que même si on a répondu à un des enjeux essentiels de la politique de la ville, la démocratie participative, le pouvoir d'agir, etc., c'est aussi un plaisir professionnel d'aller sur ce type de dynamique parce que tous les professionnels nous ont dit après, bah, j'ai retrouvé ou j'ai trouvé vraiment le sens de mon travail sur ce type d'approche. 2, 3 mois, vous avez, au-delà de développer des projets, vous avez surtout fait de l'animation territoriale. C'est-à-dire vous avez animé un écosystème territorial, vous êtes en lien avec des habitants, vous avez créé quelque chose que vous ne perdez jamais si si vous restez sur ce type de dynamique. Moi, si je devais appuyer sur 3 éléments, le premier, c'est que on ne fait pas de la démocratie participative pour faire de la démocratie participative. Cet exercice-là, il a permis de mettre véritablement l'habitant dans une position d'expert. Alors, c'est vrai qu'on en parle souvent en politique de la ville, mais pour le coup, quand on est sur ce type de démarche, véritablement, on part de ce que la personne vit sur sur son espace vécu, quoi. C'est-à-dire, OK, quels sont les problèmes qu'il rencontre, mais il ne faut pas hésiter à l'interpeller sur les solutions que lui-même peut imaginer. Parce qu'elles sont souvent beaucoup plus fines et répondent beaucoup mieux aux problèmes que les personnes identifient. Donc voilà, je voulais insister sur ce premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, ce qui donne la valeur démocratique véritablement, c'est la phase de vote. C'est-à-dire que quand vous mettez en posture d'expert des habitants, vous ne le faites pas avec un grand groupe. On le fait avec un groupe d'abord qui est variable, et ça, il faut l'accepter. Il y a des gens qui viennent à une réunion, qui ne viennent pas à la suivante. Nous, sur les différentes expérimentations, ce groupe, il a varié de 3 personnes à 8 personnes à peu près. Donc, il était assez instable, mais pour le coup, ce n'était pas inintéressant d'avoir des sons de cloche différents à chaque fois, mais qui confortaient ce qui avait été dit auparavant, évidemment. On arrive à faire de l'expertise avec quelques personnes. En fait, un retour terrain, il peut être fait à partir de 2 personnes. Donc la phase démocratique, véritablement, enfin la valeur démocratique, elle est donnée par la phase de vote. Quand sur Herbel, on a eu un taux de participation de l'ordre de 12%, on s'est dit, bon, bah là, on peut considérer qu'on n'est pas hors sol. Et le troisième élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que cet exercice-là, c'est aussi, et peut-être d'abord, en tout cas du point de vue de l'administration, de l'institution, un formidable outil de réinterrogation de nos politiques publiques.
C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où, comme l'a dit Reda, on prend en compte dans son intégralité la parole de l'habitant, nous, ça nous oblige à faire bouger nos lignes. Voilà. Ce qu'on n'arrive pas forcément à faire dans d'autres exercices parce qu'on est un petit peu plus loin, parce qu'on s'appuie sur des diagnostics, mais qui sont des diagnostics froids. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas utiles, mais des fois, remettre un peu d'humanité dans tous nos propos, bah, ça nous permet aussi de faire passer nos idées à l'intérieur de l'administration de façon beaucoup plus efficace. Oui, juste pour conclure pour ma part, c'est que moi, professionnellement, je me suis souvent questionné sur la question du pouvoir d'agir et la participation des habitants. Au-delà des ateliers qu'on peut mener, de la co-construction, il n'y a pas beaucoup, finalement, il y a enfin, on n'a pas beaucoup fait de choses très concluantes, efficaces, si ce n'est, vous avez les tables de quartier qui, pour moi, fonctionnent très bien et sont intéressantes. Les conseils citoyens qui étaient pertinents, enfin, qui est pertinent, mais qui, des fois, selon le modèle, c'est pas si simple que ça, mais c'est pour ça que je parle des tables de quartier. Et le budget participatif, avec le fonds de participation des habitants, quand il est connecté à un projet de territoire, c'est vraiment des outils concrets du pouvoir d'agir. Et en fait, quand on le dit en politique de la ville, souvent, c'est une grande orientation comme ça, un peu vague. Là, c'est la façon de vraiment transformer cet objectif de façon très concrète. Merci Reda. Alors, il y a eu un échange dans le chat, Monsieur Frachon qui avait envie d'en savoir plus sur les résultats de ces budgets participatifs. Célia a donné des exemples tout à l'heure dans sa présentation. Peut-être Célia, tu veux peut-être compléter. Reda, tu as aussi donné des exemples à l'écrit, mais je pense que peut-être que tous les deux, vous pouvez voilà, donner des exemples. D'autres actions qui ont été portées qui ont été surtout décidées par les habitants. Donc, comme j'ai pu le dire, ça touche à peu près tous les champs, hein. Ça veut dire l'environnement, la cohésion sociale. Donc, par exemple, on a la création de jardins à la Belle de Mai. Il faut savoir qu'après avoir discuté avec les équipes sur place, la création de jardins n'était pas perçue comme une priorité par les équipes sur place, mais elles ont été définies comme telles par les habitants. Donc, on a la création de jardins. On a aussi à la Belle de Mai des actions de lutte et de prévention contre le décrochage scolaire, donc un appui supplémentaire dans les aides aux devoirs. On a aussi des actions qui touchent aux loisirs, donc la découverte des calanques et des stages sportifs à Herbel. On a le petit déjeuner aux écoliers à Herbel. C'est pour ça que je l'ai mis parce qu'il est ressorti dans tous les échanges que j'ai pu avoir avec les habitants. On a l'évasion par la mer au Flamand-le-Mail. Et on a plein d'autres projets et actions en rapport avec la convivialité pour tous, des repas de quartier. Et comme je vais réitérer un petit peu ce que Reda a pu dire, c'est pour certains, ce ne sont pas des projets ou des actions très innovantes, mais ça l'est. Ça l'est pour les habitants. Ça l'est parce que ces projets émanent d'un diagnostic dans lequel il y a leurs priorités à eux. Et par exemple, des habitants qui demandent à organiser beaucoup plus fréquemment des fêtes de quartier, derrière l'idée de faire des fêtes de quartier, il y a cette idée de se réapproprier l'espace public dans des quartiers où parfois les habitants, on leur a volé l'accès à l'espace public. Donc, il y a aussi toute cette analyse-là en termes de priorité pour les habitants et au rapport vécu dans le quartier, où là, on constate que c'est une innovation. Fatima, peut-être, tu veux compléter pour Fatima Benchedi. En tant que professionnel de la politique de la ville, je trouvais que c'était une expérience enrichissante parce que pour le coup, on est directement dans le bain, on sort de notre précaré et de notre vision thématique des problématiques sur les territoires et on fait un bain, un peu comme tu disais, José, directement avec de l'humain. C'est-à-dire, il n'y a pas de pourcentage de pauvreté ou de laisser à l'abandon. On a une autre vision. Et l'exemple sur les Flamands et le Mail, alors nous, c'est sur deux quartiers qui ont plus ou moins les mêmes problématiques, mais pas la même population. Sur les Flamands, c'est plutôt une population âgée. Donc, il y avait l'idée de repas partagés, de solidarité et de travail intergénérationnel, c'est ce que voulaient les habitants. Et pour le Mail, c'était beaucoup
bon, il y a une population très jeune, mais aussi la volonté de reconquête de l'espace qui a été un peu, comme tu le disais Célia tout à l'heure, qui a été un peu pris d'assaut par les réseaux malheureusement. Donc, et ce mixte des deux, entre deux cités qui ne se ressemblent pas et qui ne se parlent pas, qui sont à 400 mètres, hein, mais qui se tournent le dos parce que sur des priorités différentes, on a eu l'agréable surprise de découvrir que, pour le coup, la nécessité de partager des temps conviviaux avec les seniors ou d'une balade en mer ou de travailler sur un jardin en pied d'immeuble, ben, ça fédérait les esprits. Voilà, donc cette expérience, elle a été enrichissante à renouveler et ça a marqué surtout, moi c'est ce qui m'a le plus ému, le respect des personnes dans les cités parce que c'est elles qui proposent, c'est elles qui votent, c'est elles qui managent. Et Célia, tu parlais tout à l'heure et ça c'est un exemple très intéressant. On a été au-delà de ce qu'on pouvait imaginer puisque les personnes qui aujourd'hui ont un CDI, qui ont profité des temps de convivialité pour se former, c'est des personnes qui n'ont jamais été inscrites au chômage, qui n'ont jamais même mis les pieds dans un secteur de Pôle emploi. Et c'est une confiance retrouvée en très peu de temps et qui est extraordinaire. Donc, c'est vraiment, à la fois pour les professionnels, c'est une remise en question, et pour les habitants, on revient à la source. C'est-à-dire, on revient à ce que c'est des citoyens lambda, pas de seconde zone, pas des gens qu'on va accompagner, à qui on va imposer une thématique ou une action particulière parce qu'ils sont en QPV, mais ils ont retrouvé leur champ de liberté aussi. Merci beaucoup, Fatima. Après, merci. C'est autre chose quand on l'a vécu quand même. Et alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, sinon il y a une personne que j'aimerais bien entendre. Je la vois sourire parce que c'est une expérience. Je suis désolé, je t'avais pas prévu. Je t'avais pas prévenu, mais je me dis ça serait chouette si tu pouvais peut-être amener juste ton regard. Je parle de Assia Daran, voilà, du PNCA parce que c'est une expérimentation d'un budget participatif dans un contexte complètement différent. Alors peut-être une réaction à tout ça, même si c'était je sais plus, c'était il y a 2 ans. Ouais. Mais est-ce que tu t'y retrouves? Les parallèles peut-être que tu peux faire et peut-être en même temps, mais je te prends à froid, hein, c'est pas cool, hein, je sais. Ah ouais. Ouais, c'est pas cool. Mais peut-être dire 2 mots sur l'expérimentation avec le PLI, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a pu adapter une méthode dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de présenter, quoi. Je pense que c'est encourageant pour les collègues qui auraient envie de se lancer, je pense aussi. Ben oui. Alors, on est parti, comme tu le sais. Alors déjà, juste en préambule, c'est de dire que je me suis retrouvée dans les mots que Monsieur Califano a dit quand il a parlé de tiers, voilà, pour l'accompagnement à la démarche. Je pense que c'est quelque chose qui a été essentiel, et pas que de l'accompagnement, nous bousculer aussi dans nos pratiques et voilà, nous faire, on est pas mal sorti de notre zone de confort et ça c'est quelque chose qui a permis de bouger certaines lignes jusqu'à aujourd'hui et voilà, c'est quelque chose qu'on peut retenir. Donc, on est parti déjà d'un collectif de participants. Voilà, le collectif de participants qui était animé par toi, Guy Laurent. Et on s'est posé la question, c'est effectivement, qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus tous ensemble et la proposition, l'idée de mettre en place des actions à travers cet outil du budget participatif, c'est très rapidement imposé à nous. Et après, effectivement, on a respecté les 8 étapes
dont tu as parlé tout à l'heure, avec forcément quelques aménagements, puisque là, il s'agissait d'un groupe de participants au sein d'un pli. Et la votation s'est faite aussi de façon différente et à une échelle beaucoup plus petite, hein. Donc c'est à notre échelle, celle du pli. Et pour qu'au final, effectivement, en l'espace de 6 mois, on puisse mettre en place 3 actions qui avaient été choisies par les participants qu'on accompagnait. Donc, et ces 3 actions étaient bien sûr, alors même si notre cœur du métier de métier pour le coup, c'est l'insertion professionnelle, les actions qu'on a visées étaient tout à fait à côté, puisqu'on a eu la mise en place. Il y a eu une très très belle fresque qui a été réalisée par ces participants. Il y a eu aussi un témoignage, on appelait ça les rendez-vous de la réussite. C'était de la mise en avant des parcours des publics réussis aux côtés des entreprises qui sont venus témoigner de ce qu'ils ont pu mettre en place notamment avec nous. Et la mise en place d'un lieu ressource ouvert pour les participants du pli. Voilà. Et tout ça, c'est parti du budget participatif de cet outil. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Ah ouais, c'est un beau cadeau. Je le revaudrai. Oui. Non, mais voilà, quand on parlait d'un outil qui est vraiment étonnant dans ce qu'il arrive à produire, dans cette dimension co-construction, co-décision, et qui est capable de s'adapter dans les formats, etc., ça me paraissait quand même important qu'un témoignage. Je vois qu'il y a Mélissa Ménard qui aimerait réagir. Oui, bonjour. Mélissa Ménard du centre social de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. C'était très intéressant, très riche. Et moi, j'avais des questions parce que sur notre territoire, on a mis en place un fonds de participation des habitants, donc qui est porté par le centre social avec des fonds mobilisés dans le cadre de l'appel à projet du contrat de ville. C'est des tout petits volumes, hein, rien de comparable aux exemples que vous avez donnés. On est sur des bourses de 500 € attribuées à des collectifs d'habitants, donc qui ne sont pas structurés en association. Ça, c'est un critère d'attribution, puisque c'était l'idée justement de permettre à des habitants de s'auto-organiser. Et ensuite, le centre social apporte un accompagnement méthodo, on va dire, à la mise en place des projets qui sont retenus dans le cadre d'un jury qui va mobiliser. Alors, après 3 ans, on arrive à mobiliser d'anciens lauréats en tant que jury pour ces bourses, mais à l'origine, on avait plutôt des partenaires comme les bailleurs et évidemment le binôme d'animation du contrat de ville. Et il se trouve qu'avec la nouvelle version des contrats de ville qui arrive, le travail qui a été mené localement, et d'ailleurs je salue l'accompagnement du GIE Passage au passage, indique que la volonté de travailler sur des budgets participatifs se profile en complémentarité du fonds de participation des habitants. Du coup, moi, j'essaye de comprendre comment chaque outil a ses particularités. Déjà, on voit que les enveloppes ne sont pas du tout les mêmes, mais aussi peut-être, si j'ai bien compris, la question du portage par un opérateur quand même, au final, associatif ou institutionnel qui va être porteur du financement et qui va mettre en place tout le process que vous avez très bien décrit. Voilà, donc c'était cette question, l'articulation possible pour un même territoire de ces deux outils qui semblent assez proches, même si les volumes engagés ne sont pas les mêmes. Merci d'avance. Je peux répondre si vous voulez en partie, mais pour moi,
c'est vraiment deux outils différents et très complémentaires. C'est-à-dire que le budget participatif, c'est les habitants qui décident de voir quel type de projet ils veulent avoir sur leur quartier, sur leur lieu de vie. Et donc, c'est les acteurs associatifs qui les développent. Mais du coup, c'est comme moi, je comparerais plus le budget participatif à un appel à projet de la politique de la ville. Sauf que, avec les spécificités qu'on a évoquées, mais sauf que c'est les habitants qui votent et qui décident, plutôt que les techniciens ou les élus. Et le fonds de participation des habitants ou le fonds d'implication citoyenne ou autre, c'est vraiment des projets développés par les habitants, des micro-projets développés par les habitants directement. Et donc, on voit bien la complémentarité entre les deux. C'est-à-dire que si on a une animation territoriale, notamment dans les futurs projets de quartier, là, dans le cadre du contrat de ville, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette dynamique globale, en fait. C'est-à-dire que de la stratégie un peu de production de projets sur le quartier, tout en via une structure relais, mobilisant un fonds de participation des habitants pour qu'on ait aussi des réponses concrètes et directes sur certains besoins. Donc les deux sont extrêmement complémentaires et je pense que si vous avez en plus une table de quartier dans le projet, vous avez le triptyque gagnant pour la question de pouvoir d'agir sur les quartiers. Là, on est vraiment, à la veille de la signature, du contrat de ville, qui va commencer pour, la période 2024-2030. Voilà en quoi le contexte aujourd'hui, est-ce qu'il est favorable, à ce type de démarche? Comment, vous l'envisagez, aujourd'hui à la métropole et pour, voilà la période, qui s'ouvre, aujourd'hui? Euh, donc oui, alors le contrat de ville pour la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est, je crois, 36 séminaires, 1500 acteurs ont été mobilisés. Donc, c'est et de l'habitat, l'acteur associatif, les centres sociaux un peu plus spécifiquement, de par leurs compétences d'animation territoriale, les bailleurs sociaux de la même façon, et toutes les autres institutions possibles et inimaginables. Donc, on a vraiment co-construit l'ensemble de ce contrat sous différentes étapes. Et ce qui a été produit et ce qui a émergé, c'est qu'en fait, le socle commun métropolitain, parce qu'on a un contrat de ville à l'échelle de l'ensemble du territoire métropolitain, devait proposer des outils mis à dispo aux différentes équipes territoriales. Et du coup, ce qui est proposé, c'est que nous, on va mettre à disposition à l'ensemble des équipes qui le souhaitent enfin, tous les outils et les modalités de mise en œuvre du budget participatif sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire qu'on a un objectif, mais qui n'est pas contraint pour les territoires, les équipes, État, métropole, ville, partenaires, associatifs, etc. C'est en gros, si vous souhaitez déployer, développer un budget participatif sur votre quartier, on vous met tout à disposition pour le faire. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée de la boîte à outils. Et nous, on veut pousser, on ne veut pas contraindre nos équipes territoriales. On veut vraiment leur donner la latitude de choisir les différents outils, mais de leur donner envie de le faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas si vous n'êtes pas impliqué, ça ne marchera pas en fait. Si vous êtes contraint à développer un budget participatif, ça ne marchera pas. Nous, on a un indicateur qui est, bon, comme souvent sur des équipes, mais on favorise, en tout cas moi le premier, je priorise les nouveaux projets, les nouvelles démarches. Quand un projet a plus de 3 ans, il y a un enjeu à le renouveler. Mais ce n'est pas simple parce que des fois, ces porteurs de projets sont dépendants de financement politique de la ville, notamment en fonctionnement. Donc il y a une réalité aussi sur lequel il faut réfléchir. Et donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le budget participatif, par contre, les habitants, ils n'ont pas d'état d'âme, en fait, hein. Eux, ils nous disent très clairement, nous, nos enjeux, c'est l'intérêt général et notre qualité de vie. Et donc, si un projet ne marche pas ou si un projet touche toujours les mêmes personnes ou si un projet est complètement à côté de la plaque, eux, ils n'ont pas d'état d'âme, en fait. Ils font évoluer assez facilement cette démarche-là parce que c'est les premiers concernés. Donc, ça peut être aussi un outil intéressant. Donc, pour répondre à ta question, Laetitia, euh, clairement, au niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence, on le propose comme un outil diffusable et déployable dans tous les territoires à partir du nouveau contrat de ville. Et José Da Silva, qui est avec nous, a défini une méthode, un process, des outils suite à tous les travaux qu'on a menés collectivement pour que ce soit plus facile pour les équipes territoriales. Et on a même budgétiser quelques possibilités en fonction des besoins et des premiers territoires qui vont émerger. La boîte à outils, c'est la mise à disposition de la méthode et éventuellement, si les équipes le souhaitent, un accompagnement pour que ça puisse se faire. Le plus difficile dans les budgets participatifs, finalement, ça a été la première version, c'est-à-dire celle qui nous a permis de faire bouger nos propres cadres. Mais à partir du moment où on avait réussi cette première version, enfin en tout cas qu'on l'avait installée,
on a créé une jurisprudence. Et pour le coup, aujourd'hui, pour déployer et essaimer ce type de démarche, c'est plus simple. Parce que quand on va voir nos collègues juristes ou quand on va voir nos collègues du budget, déjà, ils nous connaissent déjà, ils connaissent la démarche, ils savent comment ça fonctionne. Après, c'est de l'ajustement. Voilà, c'est-à-dire en fonction du contexte territorial, il faut trouver la bonne formule, mais pour le coup, on a aussi développé en interne de nombreuses et belles alliances avec nos collègues qui nous permettent en fait de voir les choses en grand. Le budget participatif, c'est vrai que ça a été une belle démarche pour appliquer en fait un espèce de mantra qu'on a au sein de l'équipe qui est commencer petit, voir grand, aller vite. Au démarrage, on a commencé petit, on a voulu aller vite, et maintenant on essaye de voir grand. Mais voilà, on a développé tous les outils, notamment grâce à l'Université du Citoyen, en fait, qui a, comme l'a mis en avant Célia, documenté à chaque version ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un espèce de petit guide de mise en œuvre des budgets participatifs et ou appel à solutions. Elle était de vous interroger sur est-ce que c'était pertinent sur votre territoire de mettre en œuvre cette démarche. Alors, les propositions qu'on vous fait, c'est oui, je fonce. Du coup, c'est la réponse A. C'est la réponse A, oui, voilà. La B, oui, mais voilà, si je suis quand même formée avant, j'ai besoin un peu de m'approprier la démarche. La C, oui, avec un accompagnement. Et la D, non, les conditions ne sont pas réunies. Et E? Et la E, c'est impensable sur mon territoire, c'est une utopie encore. Ouais. Voilà. Donc, on vous laisse répondre A, B, C, D ou E. On devrait faire un numéro payant en fait la prochaine fois, non? A, c'est oui, je fonce. B, oui, si je suis formé. C, oui, si je suis accompagné. D, non, les conditions ne sont pas réunies. Et E, complètement impensable, votre histoire. Pour l'instant, Flavie, vous êtes la seule qui dit oui, je fonce, qu'il a encore jamais vu ni testé, je crois. Donc, Yeah. bravo. Ah, je fonce, le partager avec les collègues. D'accord. À ce qui est dit là et à ce que j'ai pu voir dans le fil de conversation, c'est le point d'appui qu'on peut trouver sur le territoire. Alors effectivement, le Conseil citoyen peut en être un. Nous, finalement, on l'a mobilisé que sur l'expérience à Pertuis en 2020, parce qu'on était confinés, parce qu'à un moment donné, c'est les membres du Conseil citoyen qui ont été les exécutants, entre guillemets, de la démarche. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir leur cercle de voisinage pour quelque part mener la phase de questionnaire et travailler avec eux les solutions attendues. Sur d'autres territoires, on ne l'a pas fait parce que la difficulté qu'on peut avoir avec un conseil citoyen, même s'il est très actif, c'est que s'il est dans la démarche, le collège des associations ne peut pas répondre au budget participatif parce qu'il est jugé parti. Et quand on avait émis cette hypothèse sur Herbel, c'est les habitants eux-mêmes qui nous ont dit, mais nous, on veut que les associations membres du Conseil citoyen puissent répondre. Donc, de fait, on les a exclus de la démarche. Et il y a notre structure pivot qui me semble très intéressante, et Fatima pourrait nous en dire sans doute plus, c'est les centres sociaux. Voilà. Si vous avez un centre social qui a la confiance des habitants et qui est bien implanté sur son territoire, ça peut être un magnifique point d'appui pour mener ce type de démarche. À l'inverse, si c'est plutôt une zone de conflit et que le relationnel est tendu entre les habitants et le centre social, effectivement, alors à ce moment-là, il vaut mieux pas le positionner. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a de belles choses à faire autour des centres sociaux. Voilà ce que je voulais partager. C'était important de préciser ça. Oui, je voulais juste aller dans le sens de José. Je confirme complètement. Parfois, on donne
on propose des outils, mais qui peuvent dépasser les habitants dans l'organisation par exemple, du budget participatif. Et quand ça matche bien avec un centre social sur un secteur, c'est une vraie force. Notre ami, je ne le retrouve plus dans… Oui, Zahir de Muse Urbaine, est-ce Voilà. que vous avez toujours une question Oui, une question. En fait, c'était… Vous m'entendez là? Oui, Ouais. très bien. Ouais. Non, c'était surtout pour un partage effectivement d'expérience et un peu rebondir sur ce qui a été dit de la personne de Paris en termes de participation. C'est vrai que sur Herbel, donc moi j'ai participé en tant qu'association au niveau du budget participatif sur un budget qui a été et un projet qui a été alloué par rapport au budget après le vote assez important au niveau des habitants d'Herbel. La journée qu'on a proposée, cette journée-là, ça a été autour d'un repas. Il y a eu un couac, il y a eu un problème technique, un problème même qui a posé carrément un souci lors de l'organisation. Mais ce qu'il en sort de cette journée, c'est que la fin de cette journée jusqu'à minuit, on a quand même eu un taux de participation de 500-600 personnes qui ont participé au repas. Et en fait, en termes d'implication et en termes de réflexion sur la mécanique de la cité, c'est-à-dire la place de l'habitant et dans la cité, on s'est rendu compte qu'à la suite de ce budget participatif, il y a eu réellement sur Herbel toute une mécanique qui s'est mise en place, non seulement au niveau des habitants et des associations, sur la prise de position sur certains projets, sur certaines réflexions autour du projet PNRU aussi qui est en train de se tramer sur Herbel, et aussi sur ce positionnement-là par rapport à certains couacs qu'on pourrait avoir en termes d'organisation même sur la cité, notamment que ce soit la place du centre social, la place de telle association, la place du bailleur. Là, il y a réellement eu, j'ai l'impression, par rapport à ce budget participatif et à cet engouement qu'il y a eu autour et à cette participation habitante, par la suite une implication non seulement des jeunes, pour certains qui avaient posé problématique ce jour-là, mais aussi des associations. Et c'est ce que je relève, moi, qui est intéressant par rapport à cette implication et ce pouvoir d'agir, c'est de se dire à un moment donné qu'effectivement, le fait de pouvoir donner cette réflexion au niveau des habitants tout en étant accompagné par un opérateur, un centre social ou effectivement des techniciens de la ville et de la métropole, donne effectivement l'intérêt et l'avantage de se dire qu'on peut se positionner. Et c'est un petit peu ce que je retiens de cette participation qu'on a eue, au-delà de tous les grands mots que vous avez déjà cités depuis tout à l'heure. Mais c'est cette implication-là qui perdure aujourd'hui. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, c'est comment préserver ça. Bon, notamment, ça va être aligné avec le contrat de ville, mais comment effectivement préserver cette implication et d'avoir cette forme autour de tous les acteurs qui réunissent la cité. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est vraiment important, je trouve. Moi, je suis vraiment ravi qu'il y ait des participants, des gens qui ont vécu tout ça, qui puissent témoigner de votre place, de votre regard. En plus, ça permet aussi de boucler un petit peu en quelque sorte, parce que ce que vous soulignez là, certains l'ont dit avant, c'est qu'il ne faut vraiment pas prendre le budget participatif comme un outil ou un dispositif en plus comme ça, mais vraiment le prendre comme un outil, même un prétexte pour l'animation territoriale. Donc, il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire. La votation, ce n'est pas la fin de l'histoire. Voilà, derrière, ça continue et vous venez parfaitement de l'illustrer. Merci. Non, c'était par rapport aux remarques qui avaient été faites sur le fait que l'appel à solutions, c'était Reda qui le présentait comme ça, permettait de trouver des réponses à des problèmes qui étaient posés. Donc, il y avait la notion un peu de cahier des charges. Et une des intervenantes qui témoignait disait que c'était pas mal de laisser ouvert aussi les possibilités aux citoyens, aux habitants de proposer des idées qui étaient peut-être sur le fond moins innovantes, mais qui correspondaient peut-être plus aux attentes des citoyens dans les quartiers, sur un territoire donné, etc. Donc, je trouvais qu'effectivement, le côté budget participatif pouvait être utilisé peut-être plus pour vraiment accompagner des initiatives citoyennes que pour essayer de trouver des solutions à des problèmes donnés
ou sur lequel on est là peut-être plus sur une notion de cahier des charges, j'allais dire un peu plus classique. Voilà, c'était juste cette différence que je faisais parce que Reda avait l'air de privilégier le côté appel à solution. Et je trouvais que je me demandais si ça finalement n'enlevait pas le côté implication citoyenne, initiative citoyenne, moins formatée et moins en réponse à une attente ou un besoin des acteurs de la politique de la ville. Je ne sais pas si c'est plus clair quand je parle. C'est beaucoup plus clair, merci. Justement, on s'entend en écho. Ce que Reda a dit, c'est justement, en fait, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de chercher des solutions avec des ressources qu'on a sur le territoire et des ressources qu'on n'a pas et qu'il va falloir aller chercher collectivement. Mais il y a dans tous les budgets participatifs des initiatives très précises qui ont été formalisées et verbalisées par les habitants. Par exemple, le petit déjeuner à Herbel, ce n'est pas une association qui a solutionné le problème d'un enfant qui ne mange pas avant d'aller à l'école. Ce sont les habitants qui ont dit on a fait ce diagnostic-là et on cherche un opérateur pour solutionner ce qu'on a verbalisé. Après, parfois, il y a aussi des défis, des enjeux qui sont un peu plus grands. Et là, ça nécessite un atelier solution. On fait le point sur, bon, bah, qu'est-ce qu'on a, nous, en termes de ressources sur nos territoires? Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Mais en fait, c'est un travail de coopération. Mais dans les collectifs d'habitants, il y a eu des actions très verbalisées, très précises, très problématisées. Et on cherchait juste des structures pour coporter avec les habitants ces idées-là. Les deux vont ensemble. En fait, je n'avais pas bien compris que le cahier des charges de l'appel à la solution, c'était les habitants qui le construisaient. J'avais l'impression que c'était les techniciens de la politique de la ville qui, par rapport à un problème, posaient le sujet. Mais non, le coécrit, c'est une coécriture du cahier des charges. Et d'ailleurs, ce point-là, pour réagir, en fait, ça a été un des enseignements du premier du premier budget participatif, pardon. Les collègues, là, si vous vous en souvenez, sur Belle de Mai, où on s'est dit, on n'a pas assez soigné la coécriture du cahier des charges, de l'appel à projet. On n'a pas assez, c'est plutôt la manière dont on l'a communiqué et les délais assez courts qui font que les partenaires à l'époque qui l'ont reçu, les acteurs, les potentiels opérateurs, n'ont pas vraiment capté que c'était un cahier des charges vraiment différent et en tout cas complètement écrit par les habitants. Du coup, ils sont restés un peu classiques dans les réponses. Et les budgets participatifs qui ont suivi, on les a pas du tout abordés de cette manière-là. C'est vrai que ce volet communication, diffusion, on en a peu parlé. C'était pas le plus fondamental pour nous aujourd'hui, mais n'empêche que c'est un élément super important sur comment on communique. Déjà, laisser le temps de bien diffuser, que tout le monde ait l'appel à projet et que surtout tout le monde comprenne bien d'où sort ce cahier des charges. Ce n'est pas un cahier des charges de plus produit par les pouvoirs publics. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça dans la diffusion et dans la communication. J'aimerais bien aussi rebondir sur ce que Zahir des Muses Urbaines a dit, c'est-à-dire que le budget participatif, il permet d'impulser ou de dynamiser une dynamique de territoire déjà présente, mais il a soulevé quelque chose d'intéressant, c'est que tout l'enjeu, c'est de la garder, cette dynamique. Si on prend le budget participatif comme une fin en soi et qu'après la phase de votation, on disparaît, cette dynamique-là, on la rompt et on retourne à une gestion d'appel à projet classique. Donc, tout l'enjeu, c'est avec cet outil, comment est-ce qu'on va, déjà, il faut réfléchir collectivement à comment est-ce qu'on va maintenir cette dynamique-là pour aller encore plus loin que le budget participatif. Une fois qu'on a capté l'attention, l'intérêt des habitants, qu'on a recréé un lien de confiance, comment on continue dans ce sens-là à travailler ensemble sur des projets qui parfois sont à construire sur du long terme. D'abord, merci aux collègues de la métropole, José et Reda, d'avoir pu participer à ce webinaire. Merci à Célia aussi pour tout le retour d'expérience par rapport au budget participatif sur la métropole. Moi, j'ai retenu quelques éléments, je vous livre comme ça, qui pour moi sont des éléments intéressants pour la période qui s'ouvre à nous. C'est d'abord oser expérimenter, c'est important. Embarquer les élus,
parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça ne peut se faire qu'avec l'aval des élus qu'il faut embarquer, et puis ils sont plutôt a priori preneurs. Je m'appuierai en tout cas sur une animation en continu et qui va au-delà de la votation, c'est-à-dire que le budget participatif, ce n'est pas la mise en place de ce cahier des charges, de la qualification des équipes, de la votation, et puis qu'après, ben voilà, on se retire pour les institutions en se disant, ça y est, on a les projets, c'est bon, on fait comme on fait d'habitude. Non, c'est l'occasion justement d'aller plus loin, pour reprendre ce que disait Célia. J'ai entendu des échanges entre appel à solutions, appel à projet. Je crois qu'en fait, on a vu que chaque situation était différente et que parfois ça appelait en tout cas de l'hybridation du budget participatif, parfois en hackathon, parfois en appel à solutions, parfois en amis. Donc voilà, c'est aussi, on a cette liberté-là aujourd'hui, je pense, de pouvoir hybrider ces démarches-là. Enfin, je ne veux pas trop dévoiler, en tout cas, tu ne répéteras pas, José, mais il y a quand même une ambition sur le budget participatif. En échangeant avec la métropole, on s'était dit que ça serait bien que chaque ville, en politique de la ville, de la métropole, expérimente un budget participatif, parce que on l'a expérimenté sur 5 territoires. En fait, l'idée, c'est aussi de se poser une ambition sur les 3 à 6 ans à venir, que chaque ville de la métropole puisse expérimenter le budget participatif. Donc voilà, c'est aussi des indicateurs qui nous diront peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être qu'on y arrivera. Et pour ça, ben, Cité Ressources, pour le coup, se dit, ben, comme ça a été dit dans les messages, ben, il y a besoin de qualifier, de former. Et ce qu'on souhaite mettre en place à l'échelle régionale, ben, c'est quand même des temps de qualification en direction des équipes qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Donc voilà, c'est l'offre qu'on vous fait. N'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas aussi à contacter les collègues de la métropole pour éventuellement aller plus loin. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, nous, c'est des choses qu'on est en train de réfléchir pour pouvoir construire cette offre régionale sur les budgets participatifs. Et merci à tous.